doctrine des démocraties modernes repose sur une réversibilité entre les pouvoirs et les droits. Tout pouvoir résulte de l'exercice d'un droit, tout exercice d'un droit détermine un pouvoir. L'exemple le plus clair se propose lors du vote. Le pouvoir politique du citoyen s'accomplit par l'exercice du droit de vote. En retour, le vote devient pure apparence s'il ne peut entraîner aucun effet palpable. Le mot réversibilité n'apparaît jamais. Mais la chose est désignée dans les textes constitutionnels par le vocable liberté, au singulier et au pluriel. Je renvoie à la Déclaration des droits de 1789 à l'article 4. Et je tâcherai de souligner les mots importants. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Je rappelle que la Déclaration des droits, cette Déclaration des droits, fait partie du bloc de constitutionnalité dont dépend en ce moment même la Constitution de la Ve République. Plus net encore, la déclaration placée en tête de la Constitution de la Première République, elle est datée du 24 juin 1793, à l'article 6, la liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. Dans d'autres langues, les expressions constitutionnelles sont moins nettes, mais on trouve des principes qui tendent vers le même but. Pourtant, une constatation s'impose au moment où je parle. Les principales démocraties euro-atlantiques semblent traverser de séismes, tantôt imperceptibles, tantôt violents. Ils affectent très précisément la réversibilité. Tout indique qu'elle est de moins en moins bien admise. Considérons la pandémie. Un ensemble important de droits ont été mis en suspens, complètement ou partiellement: droit de réunion, droit de libre circulation des personnes, droit de disposer de son propre corps. Et il y en a d'autres. Il faut prendre au sérieux l'expression « mettre en suspens ». Elle signifie que les droits sont maintenus en tant que droits, ils ne sont pas abolis, mais leur mise en œuvre est pour un temps restreinte et soumise à contrôle. Durant ce temps, on n'en a pas moins rompu la réversibilité directe entre droits et pouvoirs. En vérité, on a installé provisoirement un régime de droit sans pouvoir. Raison de plus pour que les droits soient constamment réaffirmés. C'est pourquoi l'avis du Conseil constitutionnel compte tellement. Quand il donne sa caution, les droits que la Constitution garantit aux citoyens sont censés subsister, inchangés, en droit, justement. Reste qu'aussi longtemps qu'on ne pourra pas les exercer pleinement, les citoyens seront dépouillés, en fait, des pouvoirs correspondants. Contrairement à ce que proclament les protestataires, il ne s'agit pas, à proprement parler, de liberté, mais de pouvoir. Notons ce point,
À mes yeux, il y va de la démocratie. Contrairement aux idées reçues, je tiens que celle-ci se préoccupe d'abord des pouvoirs du citoyen, alors que la République se préoccupe d'abord de leurs droits. Je ne dis pas que les droits n'ont pas leur place en démocratie, mais ils sont requis par les pouvoirs. De là l'importance du mot kratos dans le nom démocratie. Kratos, c'est le nom grec de la force pure, du pouvoir pur, légitime ou non, par opposition à arché, pouvoir réglementé, pouvoir des magistrats. Le passage du kratos à l'arché est décisif. S'accomplissait-il dans les démocraties antiques? S'accomplissait-il à Athènes? La plupart des grands écrivains grecs qui étaient athéniens en ont douté. Et quand on le lit bien, Robespierre exprime le même doute le 8 Thermidor en disant aux membres de la Convention « Vous avez fait ce que les démocraties antiques n'avaient pas réussi à faire ». Dans les démocraties modernes, et c'est la substance de ce qu'on lit chez Robespierre, dans les démocraties modernes, le passage est assuré et il l'est par la réversibilité sous le nom de liberté. Le fait est, malgré ce que je viens de rappeler, qui est de l'ordre des principes de l'histoire, de la philosophie du droit, le fait est que la pandémie cisaille la réversibilité en installant des droits sans pouvoir. Cette cisaille a été précédée d'une autre, exactement inverse, mais qui affectait la réversibilité au même degré. Je pense aux gilets jaunes. Du point de départ, les ronds-points, à l'arrivée, la prise de possession de tous les espaces urbains, avec pour horizon l'occupation des ministères, de l'Assemblée nationale ou de l'Élysée, il s'agissait d'une affirmation de pouvoir. Ce pouvoir ne s'appuyait sur aucun droit spécifique. Le droit de manifester a été invoqué par les syndicats, mais justement, les syndicats étaient hors jeu. Le mouvement, en lui-même, allait bien au-delà de la manifestation et du droit de manifester. Je dirais même que, contrairement à beaucoup d'observateurs, je ne crois pas que la question des 90 km/h ait été un simple détonateur permettant à une colère de s'exprimer. À mes yeux, la voiture, comme telle, demeure le moyen majeur d'un pouvoir individuel sur l'espace et le temps, sur la matière inerte et sur la vie d'autrui et sur la sienne. Pouvoir d'autant plus pur et d'autant mieux affirmé et d'autant plus profondément ressenti qu'il s'isole de la politique et de la citoyenneté. Tout conducteur de véhicule est tenté de se prendre pour tout-puissant. De fait, il tient entre ses mains la vie et la mort. Or, c'est bien de cela qu'il s'agit, du pouvoir sans phrase, du pouvoir nu, dont la voiture forme, comme un asile privilégié, l'un des derniers peut-être. Allons plus loin. Selon moi, il y eut très peu de social, au sens usuel du terme, dans le mouvement des Gilets jaunes. Les commentateurs étaient si troublés par cette donnée qu'ils se hâtaient d'ajouter des ingrédients. Mais en réalité, c'était pour simplement retrouver leur cuisine, à eux, pas pour rendre compte de la réalité. Les Gilets jaunes ne mentionnaient que très marginalement le travail, les conditions de travail, les salaires. Ils dénonçaient de manière globale la pauvreté, le désœuvrement, y compris le désœuvrement au cœur des activités rémunérées. En ce sens, activité ou non-activité
se répondaient en quelque sorte. On dénonçait, dirais-je, tout ce qui fait entrave à la vie, tout ce qui fait entrave. Le pouvoir était au centre du jeu, le pouvoir, autre nom du sans entrave, face à ceux qui, au nom de la sagesse ou du savoir ou de l'expérience, ne cessaient d'opposer leurs semonces, vous n'irez pas plus loin. 68, dira-t-on? Pas du tout. En 68, le sans entrave existait, mais ne désignait pas du tout le pouvoir. Il désignait la jouissance. Le monde regorgeait de jeunesse, de richesse, de nouveautés, que tous puissent en jouir également, tel était le vœu, rien à voir avec le monde de 2018, marqué par la perte, l'avenir sombre, la culpabilité généralisée, l'obsolescence prématurée des hommes et des choses. À l'horizon du sans phrase et du sans entrave, on comprend que toute phrase articulée devienne entrave, hormis la pure et simple affirmation du pouvoir, répétée sous 1000 formes, balbutiante, le passage de 90 km à 80 km, ou la taxe sur les carburants, concentrait en elle-même toutes les entraves. Ces entraves additionnées dessinaient en creux la forme du pouvoir qui était refusé. Bref, du pouvoir sans entrave, du pouvoir sans droit. Pouvoir sans droit hier, droit sans pouvoir aujourd'hui. Pendant les premières semaines, j'étais moins sensible à la différence entre le mouvement anti-pass et le mouvement des Gilets jaunes. J'étais sensible justement à la différence entre la revendication du pouvoir sans droit et le constat des droits sans pouvoir. Par ailleurs, si vous regardez le monde comme il tourne, les Gilets jaunes ont existé en France, ils n'ont pas suscité de mouvements analogues s'inspirant d'eux ou les prenant comme exemple dans beaucoup de pays. Alors que le mouvement anti-pass ou des mouvements équivalents existent partout où l'équivalent du pass sanitaire existe. Même dans la paisible Allemagne et la très sage Australie, on voit des agitations et des agitations violentes. Autre différence, chez les Gilets jaunes, les politiques professionnelles étaient honnies. Dans le pass, ou plus exactement contre le pass, ils sont accueillis en tête de cortège. Je ne dis pas que ce soit des stars, ce sont plutôt des seconds rangs, des seconds rôles, parfois des figurants, mais bon, les stars attendent dans la coulisse. Mais enfin, que ce soit des seconds rôles ou des figurants, on ne les chasse pas. Rappelez-vous que dans les Gilets jaunes, on les chassait. Cela dit, au fil des jours, la ressemblance, l'apparentement s'accentue. Et si l'on y réfléchit bien, ça ne devrait pas étonner. Les restrictions sanitaires installent un régime de droit sans pouvoir. Les Gilets jaunes affirmaient leur pouvoir comme au-delà de tout droit exprimable. Mais cette symétrie inverse, c'est justement ça qui permet la superposition. Les pouvoirs que raturent un à un les limitations imposées par le pass, ces pouvoirs posés négativement dessinent la figure du pouvoir sans entrave qui était l'obscur objet que poursuivait en forme affirmative le mouvement des Gilets jaunes. Le positif et le négatif se répondent.
je n'ai pas souligné, mais je vais le faire maintenant, le contraste entre le pluriel et le singulier. Les pouvoirs, c'est ce que la réversibilité installe. Les pouvoirs, les droits. À chaque droit, son pouvoir. Par opposition à cela, le pouvoir sans entrave, le pouvoir sans droit, se dit au singulier. Pluriel d'un côté, singulier de l'autre. Et quand on rejette la réversibilité, et c'est cela qui est en jeu, qui était en jeu pour les Gilets jaunes et qui commence à l'être dans le mouvement anti-pass, quand on rejette la réversibilité, on va tout droit vers le singulier. Les Gilets jaunes pouvaient s'écrier « Vous avez confisqué le pouvoir, nous le reprenons ». La confiscation dénoncée était justement précédemment, la confiscation du pouvoir au singulier était justement passée par le pluriel. Les beaux parleurs, politiques, théoriseurs, j'en fais partie, commentateurs, lui vantaient les droits et les pouvoirs au pluriel afin de mieux dissimuler la confiscation du pouvoir au singulier. Entendons du pouvoir sans droit. Dans la langue des constitutions, le pouvoir au singulier et sans qualificatif n'apparaît pas, ou très peu. Le mot qui apparaît dans les constitutions de langue française, est-ce que c'est un synonyme ou un euphémisme? On verra. C'est le mot souveraineté. Dans les démocraties, la souveraineté se présente comme souveraineté du peuple. 3 remarques. Premièrement, la notion de souveraineté n'a absolument rien d'évident. Quand elle est reconnue, tous les types de pouvoirs sont censés trouver leur source légitime, ce qui veut dire qu'au sein de la souveraineté, ils sont confondus, leur division n'a pas encore de sens, leur définition n'a pas encore été établie. La souveraineté précède les pouvoirs dans la mesure exacte où elle les fonde, et en ce sens, on peut dire qu'elle est pouvoir sans droit, droit au pluriel. Les droits n'existent pas encore dans leur multiplicité qui les différencierait. La réversibilité, droit, pouvoir, organise la Constitution tout entière, que ce soit celle de la 5e, mais c'était déjà le cas dans celle de la Première République. La réversibilité droit-pouvoir organise la Constitution tout entière, mais elle dépend d'un instant à la fois imperceptible et décisif où elle n'est pas encore instaurée, l'instant de la souveraineté. Et si la Constitution est démocratique, de la souveraineté du peuple. Deuxième remarque. J'ai parlé de la souveraineté du peuple. En fait, c'est une originalité de la philosophie politique de langue française que de raisonner en termes de souveraineté, que ce s'agisse de celle du roi au XVIe siècle ou du peuple ou à partir du XVIIIe siècle. Les autres traditions, je veux dire qui ne sont pas de langue française, ont de la difficulté à traduire le mot parce qu'elles hésitent, c'est en tout cas mon analyse, parce que justement elles hésitent devant le pouvoir sans droit que la souveraineté définit. Elle le définit
pour que les droits existent, mais néanmoins, il y a cet instant où le pouvoir s'affirme sans droit. Si vous lisez la Constitution des États-Unis, la souveraineté du peuple n'y est pas mentionnée. Mais on peut considérer que le préambule qui commence par ces mots « We the people »,« nous, le peuple », tenons pour évident les principes, etc., on peut considérer que ce préambule établit, mais établit performativement, en s'énonçant elle-même et sans nommer la souveraineté, parce que c'est l'énoncé entier des principes qui mettent en œuvre la souveraineté, elle énonce performativement, elle met performativement la souveraineté au fondement de tous les droits et de tous les pouvoirs qui vont être énumérés par la Constitution. Mais c'est tout à fait différent du point de vue de l'expression, mais aussi du point de vue du fonctionnement de ce qui se passe dans la plupart des constitutions républicaines françaises, mais aussi dans la première constitution écrite, à savoir la constitution monarchique de 1791, la souveraineté est mentionnée expressément. Si vous prenez la constitution de la Ve République, au titre 1, vous trouverez une section intitulée « De la souveraineté ». Et l'article 3 commence par ces mots « La souveraineté nationale appartient au peuple ». Rien de comparable dans la Constitution des États-Unis. Troisième remarque, quand elle est affirmée explicitement, la souveraineté du peuple s'absorbe immédiatement dans les institutions qui en sont dépositaires. J'ai cité le début de l'article 3, il faut lire la suite. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Le pouvoir sans droit n'est proclamé que pour laisser place à la réversibilité des pouvoirs et des droits. C'est pourquoi, c'est un évanouissement en vérité, c'est-à-dire la souveraineté surgit pour immédiatement être enfouie dans le système de la réversibilité. C'est ce qui explique ce paradoxe que la Constitution de la Troisième République ne comporte pas la souveraineté du peuple. Elle n'en fait pas mention, bien que tous les commentateurs et tous les parlementaires et tous les républicains se soient référés dans leur discours ou dans leurs commentaires à la souveraineté du peuple. Je dirais donc que dans une constitution démocratique, il faut la lire en cherchant, au-delà de l'évanouissement, les traces de la souveraineté du peuple. C'est ça, la déchiffrer correctement. Et ces traces peuvent varier. Aux États-Unis, les traces majeures, je ne parle pas du préambule, les traces majeures qui subsistent après l'absorption de la souveraineté dans les institutions qui en sont dépositaires sont au nombre de deux. C'est la Maison-Blanche, autour de la personne du président, et le Capitole, autour des deux assemblées législatives. Au passage, je vous rappelle, et plus exactement, je vous souligne l'ampleur de ce qui s'est passé lors de l'envahissement du Capitole. C'est, au sens propre, la mise en cause d'un des lieux où la souveraineté du peuple est en quelque sorte présente sous la forme de sa trace, puisqu'elle a été absorbée par les institutions, et les envahisseurs voulaient en quelque sorte confisquer, arracher
la souveraineté du peuple que le Capitole, dont le Capitole était la trace matérielle, y compris architecturale, mais paradoxalement, à nos yeux d'Européens, pas pour eux-mêmes, pour remettre aussitôt cette souveraineté à l'autre trace, à savoir le président. Et donc, au sens propre, une subversion de la Constitution dont il était question. En France, depuis l'élection du président de la République au suffrage universel, qui date de la révision de 1962, c'est cette élection qui, selon moi, matérialise la seule trace perceptible, véritablement perceptible, de la souveraineté du peuple. Je ne m'en réjouis pas, mais je constate que le Parlement, malgré la tradition républicaine, celle qui avait commencé en 1793, qui avait été confirmée en 1848 et en 1875, malgré cette tradition républicaine, le Parlement a perdu toute relation légitime à la souveraineté du peuple, et cela depuis qu'en 1940, la Chambre du Front populaire a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, abandonnant en quelques heures le nom de République, l'indivisibilité du territoire, les principes de 89, la souveraineté du peuple, les libertés fondamentales, etc., etc. Depuis lors, à mes yeux, les lâchetés parlementaires n'ont jamais cessé. Après tout, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, comment le général de Villiers a pu se pavaner littéralement devant des parlementaires qui déroulaient sous ses pieds de vieilles badernes le tapis rouge. Quand on voit cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel général, à la retraite ou proche de la retraite, peut prendre la souveraineté du peuple, la mettre dans sa poche, l'arborer comme une décoration, et il y aura des parlementaires pour trouver ça très bien. À mes yeux, ça délégitime la fonction de parlementaire de façon globale. Si amère que soit pour moi la constatation, je maintiens que dans l'état actuel des choses, la souveraineté du peuple dans la Constitution, si elle a laissé une trace encore perceptible, se situe du côté de l'élection du président de la République au suffrage universel. Si on tient compte de toutes mes remarques, on conclura que, en plaçant au point de fuite de leur perspective le pouvoir sans droit, les Gilets jaunes et le mouvement anti-pass soulèvent très précisément la question de la souveraineté du peuple. Revenons à l'article 3 de la Constitution et lisons-le jusqu'au bout. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice, s'attribuer l'exercice de la souveraineté. On peut dire que cette exigence est mise de côté, aussi bien par des personnes, comme Jean-Luc Mélenchon par exemple, qui dit « ma personne est sacrée », ça veut dire quoi? Que ma personne s'attribue l'essentiel de la souveraineté du peuple. Il viole l'article 3 de la Constitution. Mais les Gilets jaunes et les antipasses font exactement de même. Tout le monde a noté, pour s'en plaindre ou pas, c'est une autre question, ce n'est pas mon problème. On a noté la virulence des attaques lancées contre le président de la République. Laissons de côté les anecdotes, la psychologie, les jeunes, il est ceci, il est cela. Bon, ce n'est pas la question. Les Gilets jaunes et les antipasses s'estiment fondés
à reprendre en main la souveraineté du peuple. Puisqu'elle est détenue en droit et en fait par le président, et puisque, ajoutons-le, pour la première fois depuis longtemps, le président n'est ni momifié par sa longévité politique, ni diminué par son affaiblissement physique ou mental, ni spécialement réservé dans ses propos et ses attitudes, il est évident que la cible du combat ne peut pas être autre que sa personne. Il est fait pour que l'on dise de lui, à partir du moment où l'on revendique pour soi, je veux dire, où un groupe, les Gilets jaunes ou les Antipasses, revendiquent pour eux la souveraineté du peuple, ils ne peuvent que conclure que le président de la République, tel qu'il est un usurpateur. Et si c'est un usurpateur, son pouvoir, alors comme le mot de tyran n'existe plus dans la langue courante, son pouvoir est celui d'un dictateur, et le mot de dictateur apparaît extrêmement souvent, avec les variantes. Brigitte Bardot parle de commandantour. Comme elle dit elle-même, c'est de son âge. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle. Je le répète, nous assistons à un mouvement très important qui est la revendication de l'exercice de la souveraineté par des groupes. Nombreux ou pas nombreux, ce n'est pas ma question. Ce sont en tout cas des groupes perceptibles, visibles et qui se font voir et entendre. Ils s'attribuent l'exercice de la souveraineté. Le président, de ce fait, ne peut que l'avoir usurpé. Je ne parle pas ici d'une insurrection. Je ne décris pas non plus un coup d'État. Je ne crois pas non plus que le mot de révolte, et encore moins celui de révolution, s'applique. Je perçois autre chose, qui est un geste à la fois plus simple et plus étrange. J'avais entendu un gilet jaune proclamer avec assurance à la télévision « Nous sommes la majorité ». Il fallait traduire, moyennant un vague souvenir du roman national, « Nous sommes ici par la volonté du peuple ». Ou, tout bonnement, quand on n'a pas en tête le souvenir de Mirabeau, « Nous sommes le peuple » avec un « nous » exclusif et non pas un nous inclusif. De la même manière, les Antipasses sont convaincus d'incarner pleinement, sans forcément de déclaration aussi frappante que celle que je viens de rappeler, par leur simple présence, la souveraineté du peuple, au croisement de deux certitudes. Une qui vient de loin dans l'histoire de France. Pour la faire comprendre, je ferai un détour une fois de plus par les États-Unis. Les États-Unis sont un pays contestataire. Les mouvements contestataires y sont très nombreux, très fréquents, très importants en dimension. Ils ne cessent jamais d'invoquer la Constitution. Et invoquant la Constitution, ils invoquent extrêmement souvent son préambule. Nous, le peuple, tenons pour vrai, etc., etc. Mais je dirais que ces mouvements se placent toujours dans la position de convaincre le peuple et non pas de l'incarner. Pour convaincre le peuple d'exercer sa souveraineté ultime en faveur de telle
ou tel groupe, telle ou telle victime de l'injustice. Je pense à des contestations qui se déploient au nom d'une injustice qui a été commise. Pour convaincre le peuple d'exercer sa souveraineté ultime en faveur de telle ou telle victime d'injustice, il faut, condition absolue, que le groupe mobilisé se pense comme partie du peuple souverain, mais comme n'étant pas le peuple souverain dans son intégralité. C'est ça qu'exige la conviction, je veux dire la tentative de convaincre. En France, un mouvement contestataire ne s'accomplit pleinement que si l'on vient à affirmer qu'il incarne le peuple en lui-même, le peuple dans son intégralité. C'est ce que disait le Gilet jaune, qui disait « nous sommes la majorité ». Et c'est ce que je perçois dans le mouvement anti-pass, dont la logique n'est pas de convaincre, mais de présentifier presque corporellement, par la présence dans les rues, ou par la présence sur les réseaux sociaux, ou par tout moyen d'expression, le peuple dans son intégralité. Nous sommes le peuple et non pas convaincre le peuple. J'ai connu le gauchisme des années 70. Je peux dire que c'est là-dessus qu'il s'est brisé, sur cette impasse. Les gilets jaunes me semblent, les gilets jaunes et les anti-pass, me semblent saisis par le même type d'impasse. Sauf que quelque chose d'autre s'est passé. Et j'en viens maintenant à un deuxième élément. Qui n'existait pas dans les années 70. Dans les années 70, tradition venue de la Révolution française, les individus se pensaient faibles tant qu'ils étaient en la position d'individus. Ils se sentaient forts à condition de se rassembler. Je dirais que sur ce point, la société contemporaine a renversé le schéma. Dans la société contemporaine, chaque individu se croit fort et il n'a pas besoin d'un rassemblement en acte pour que sa force s'accomplisse. À certains égards, je dirais que la dimension de la masse ou de la foule a perdu la fonction qu'elle avait de pousser les individus faibles vers une force, Kratos ou Arché, je ne vais pas discuter sur ce point maintenant. Aujourd'hui, l'individu est faible, l'individu est fort, quand bien même il est tout seul dans sa chambre à surfer sur Internet. Et il n'a pas plus de force quand il est tout seul à surfer sur Internet et quand il est dans la rue à rencontrer d'autres individus qui, comme lui ou pas comme lui, peu importe, mais en tout cas, sont pris dans cette société où l'individu est plus fort que le rassemblement. Mais ça, c'est très important. Si c'est vrai, ça veut dire que la politique telle qu'elle avait été constituée, et là je m'appuie sur Hannah Arendt,
la politique était fondée sur le fait que les sujets parlants sont multiples et qu'ils ne parlent pas de la même voix. Ils ne parlent pas en chœur, ils ne disent pas la même chose, ils ne s'adressent pas forcément les uns aux autres. Quand ils s'adressent les uns aux autres, ils ne sont pas forcément d'accord. La politique naît de ce fait-là. Si l'individu se considère comme doté de sa force complète, y compris au moment où sa multiplicité, son rassemblement n'est pas mis en acte, alors tout est changé. Je dirais que l'on passe de la politique au sociétal. Le sociétal, c'est précisément cela, que l'individu sociétal ait exactement les mêmes propriétés, qu'il soit isolé ou qu'il soit en rassemblement. Alors qu'en politique, l'individu n'a pas les mêmes propriétés quand il est isolé et quand il est en rassemblement. Mais si j'ai raison, la notion de peuple est totalement transformée. Le peuple politique, qui était visé dans la souveraineté du peuple, dans la Constitution de 1958 et dans celle de 1793, de ce point de vue-là, c'était la même logique qui fonctionnait. Le peuple qui était visé, ce peuple souverain, était un peuple politique. Aujourd'hui, il me semble que les Gilets jaunes et le mouvement anti-pass vont du côté d'un peuple différent, qui est un peuple sociétal, déterminé par des données statistiques, par des pressions statistiques et fondamentalement par la primauté du moi individuel sur le rassemblement. Quand l'individu, enfin le gilet jaune isolé que je citais tout à l'heure, disait « nous sommes la majorité », en fait, ce « nous » non seulement n'était pas inclusif, mais exclusif. En réalité, ce « nous » était tout simplement l'affirmation de la suprématie du moi. Je supposerais assez volontiers que le nom de réseau désigne cette nouvelle forme et annonce le déclin des formes anciennes dont la politique était marquée, qui étaient, avec des propriétés différentes, la masse ou la foule. J'accorde donc la plus grande importance à ce qui est en train de se passer. Je dirais que la nouvelle forme de souveraineté qui apparaît soulève une question très grave qui concerne la liberté et la définition qui en était donnée dans le cadre de l'ancienne forme de souveraineté. Je rappelle l'axiome, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Il me semble que dans la nouvelle définition de la souveraineté, cette limite, ne pas nuire à autrui, disparaît. Le point de départ des Gilets jaunes, c'est le droit de continuer à rouler de manière à risquer sa propre vie et celle des autres. Les antipasses ont des discours du type « Mon corps m'appartient, c'est mon ADN,
allusion au fait que les vaccins sont supposés soupçonnés de modifier l'ADN. C'est mon corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question de savoir si, à partir de cette affirmation, on se donne le droit de contaminer quelqu'un d'autre, cette question n'est même pas abordée. Or, elle est cruciale, parce qu'en vérité, c'est très précisément la question que soulevait cette définition ancienne de la souveraineté du peuple comme souveraineté politique. La limite de la liberté, c'est nuire aux droits d'autrui. On peut envisager la possibilité qu'à partir du dispositif, du discours qui s'établit aujourd'hui, naisse une société de pouvoir sans droit, où la politique aura été abolie au profit du sociétal, où l'indifférence à autrui devienne la forme privilégiée de la multiplicité. C'est pourquoi je m'inquiète devant les propos, devant les actions, et je m'inquiète, je terminerai là-dessus, pour une raison supplémentaire. Je m'inquiète sur cette souveraineté de type nouveau. Elle a pour support l'individu, même si l'individu se pense fort comme un chêne, peut-être ai-je raison de supposer qu'il est faible comme un roseau. Si j'ai raison, comment la souveraineté de tels individus pourra-t-elle tenir dans un monde qui est abandonné aux forces aveugles du marché, aux tyrannies de toutes espèces? Et puis, il faut bien le rappeler, après tout, les incertitudes au niveau planétaire que l'évolution climatique. Comment une affirmation du type « c'est mon corps » va tenir devant la multiplication de catastrophes climatiques? Je dirais que le climat n'en a cure. Ce n'est pas son problème. Et la planète suivra son cours, je dirais, quelles que soient les affirmations de ce type. Mais j'irai plus loin, ou peut-être moins loin en vérité, d'une manière plus proche. Je m'interrogerai sur ce qui se passe dans mon pays, qui est le nôtre. Je crois, je l'ai dit, que la souveraineté est en train de changer de nature. La souveraineté du peuple est en train de changer de définition, plus exactement. Cela ne me satisfait pas pour les raisons que j'ai dites, mais ça ne me satisfait pas pour une autre raison. C'est que, concernant la souveraineté du peuple, il y a un mouvement qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est ancien dans la société française et surtout dans l'appareil politique français, qui est comment s'en débarrasser de la souveraineté du peuple. Ceux qui tiennent que la souveraineté du peuple en politique est une relique barbare, ils sont très nombreux. Sans tomber nécessairement dans le complotisme, je dirais que se servir des gilets jaunes
et des antipasses afin de parvenir à leur fin, c'est-à-dire se débarrasser de la société du peuple dans sa version politique, en faisant mine de lui opposer une autre forme de souveraineté du peuple dans une version sociétale, je dirais que ce serait assez bien trouvé. Un certain nombre de gens honorables, ou en tout cas honorés, à défaut d'être honorables, me paraissent avoir des raisonnements de cet ordre en tête. Utiliser le président en place comme un croque-mitaine en vue d'atteindre à travers lui très précisément le suffrage universel qu'il a porté à l'Élysée. Ce procédé, il ne date pas d'aujourd'hui. Il est simplement, il s'est perfectionné au fil du temps. Il a commencé lors du quinquennat d'Emmanuel Macron très tôt. Et puis, les manœuvres n'ont jamais vraiment cessé. Elles ont changé d'angle, d'attaque au gré des circonstances. Il ne faut pas compter sur la petite bourgeoisie qui se pense chargée du rôle de garde de la tradition républicaine, mais la petite bourgeoisie intellectuelle, elle n'y voit que du feu à ce qui se passe. Que ce soit du côté des Gilets jaunes, ou des antipasses, ou du côté des honorables ou honorés. Conseillers d'État, haut gradés, haute administration, journalistes de prestige, magistrats porteurs d'hermine, intermédiaires, corps intermédiaires de nature variée, toutes les personnes que je viens de nommer, soit individuellement, soit en groupe, sont soucieuses d'obtenir une seule chose, porter au pouvoir leur oligarchie propre. Et pour cela, il faut, 1, que la souveraineté du peuple soit balayée, 2, que le peuple change de nature, et contrairement à ce qu'on pouvait croire, c'est très facile de dissoudre un peuple. Ça a commencé. Et 3, il faut se coaliser, que les oligarchies se coalisent en remettant à plus tard l'aplanissement de leur rivalité. Du haut de leur mépris, les honorables observent les antipasses, certains que les obscurs et sans grade travaillent pour eux. Il sera toujours temps, le moment venu, de ramener ce vil troupeau au bercail. Tel est le plan. Entre les ambitions des notables et celles d'un président aussi peu au fait de sa véritable fonction que l'étaient ses prédécesseurs, disons le mot, la souveraineté du peuple est en danger. Je conclus là-dessus ma dernière prise de parole devant vous. Je vous passe le témoin de la vigilance. Merci.